Bonjour tout le monde et bienvenue à un autre épisode de Politiquement parlant. C'est le balado politique avec Salim Idrissi et Georges Tsantrizos. Si vous vous êtes déjà abonné sur YouTube, Facebook et sur toutes les autres plateformes audio, Spotify, Apple Podcast, merci. Si vous ne l'avez toujours pas fait, allez-y maintenant, abonnez-vous, puis parlez-en à vos amis aussi, invitez votre monde à aller nous suivre et à s'abonner aussi. On l'apprécie énormément. Merci beaucoup. Salim, ça va bien? Ça va bien, à part les allergies printanières. C'est bien que tu l'as mentionné parce que ouais, c'est ça va s'entendre chez toi et chez moi. Ça m'a frappé hier matin, j'étais comme c'est quoi? Ouais. Puis c'est ça qu'on disait avant d'enregistrer. À chaque année, on est surpris, mais à chaque année, ça arrive pratiquement au même moment. On va parler de quelques petites choses. C'est le dernier, juste avant qu'on commence, c'est le dernier épisode avant l'été. On va prendre un peu de temps pour se reposer avec nos familles, avec nos enfants, des petits voyages ici et là. On profiter va s'amuser. Du beau temps. Exactement. Puis on va revenir quelque part avant la session parlementaire, peut-être au mois d'août ou début septembre, on ne sait pas encore, mais on sera là après l'été, sûr et certain. On s'est bien amusé en faisant le podcast, juste pas pour toi, mais oui. Moi, j'ai super adoré ça. Ben oui. Donc c'est ça, c'est le dernier épisode. On va commencer avec un sondage qui est sorti cette semaine, un sondage de Léger Marketing, qui nous donne encore une fois, tu sais, les sondages. Je me rappelle quand on était au gouvernement, la ligne fameuse, c'était on commente pas les sondages. Mais la réalité, Salim, c'est que tout le monde regarde les sondages. Oui. On veut savoir ce que les gens pensent de nous, on se trouve où. Puis c'est un indicateur pour nous montrer si on fait une bonne job ou non, si on doit ajuster ou si on doit maintenir la cadence. Donc, il y a un sondage qui est sorti. Pas de surprise trop pour les autres partis, sauf peut-être pour le Parti québécois qui a super bien performé cette session parlementaire. Oui, absolument. Bon, déjà, il faut dire que ça fait déjà 2 fois que le Parti québécois est deuxième dans les sondages derrière la CAQ. Ce qui est quand même... j'ai pas envie de dire surprenant parce qu'effectivement, ils ont bien performé. Mais tu sais, qui aurait cru ça il y a quelques mois quand il y a eu des élections puis qu'ils ont fait élire que 3 députés et qui sont arrivés derrière Québec solidaire, donc en 4e position. Puis là, ils sont en 2e position, alors qu'ils sont que 3 députés. Mais il faut dire que ces 3 députés, mais ils sont visibles, ils sont là, ils occupent le terrain, ils sont bons, ils sont éloquents, ils sont jeunes, ils sont dynamiques. Et puis écoute, je pense que ça se ressent. Bon, il faut dire aussi autre chose, c'est que le Parti québécois, c'est le seul qui joue dans les plates-bandes de la CAQ sur les questions identitaires. Donc forcément, s'ils essayent de se positionner comme le parti qui est le plus à même à défendre le français, ils font de la concurrence à la CAQ. Si c'est celui qui propose des politiques les plus musclées en matière de laïcité, il joue dans les plates-bandes de la CAQ. Quand le PQ dit on va baisser l'immigration, il joue dans les plates-bandes de la CAQ. Surtout que la CAQ, là-dessus, a changé de son fusil d'épaule, en tout cas, d'une certaine façon. Fait que, non, écoute, ils en profitent. C'est bien, c'est intéressant. Je sais pas si tu te souviens, mais dans le sondage précédent, qui était venu tout de suite après l'histoire du 3e lien, on s'était dit, OK, on va voir si cet attrait pour le PQ, est-ce que c'est juste circonstanciel? Est-ce que c'est juste parce que les gens dans la grande région de Québec sont très fâchés contre le gouvernement à cause de sa promesse électorale brisée à quelques mois d'intervalle? À l'époque, on disait, toi et moi, il faut être prudent, il faudra voir les autres sondages, voir si c'est une tendance. Là, avec 2 sondages, on ne peut pas dire encore que c'est une tendance, mais en tout cas, c'est à voir, mais on ne peut pas dire non plus que
c'était juste sur le moment. Parce que là, ça fait déjà, je sais pas, un mois et demi ou 2 mois. Ouais. Mais chose certaine, c'est qu'au moins dans la région de Québec, je pense que la réponse est quand même assez claire. Les gens sont frustrés, la frustration est sentie. Et le Parti québécois est premier dans les intentions de vote dans la région de Québec. Pour moi, c'est un message assez clair au gouvernement. On n'est pas content, vous nous avez menti. C'est une promesse forte durant la campagne, quelque chose qui les gens dans la région avaient hâte d'avoir finalement, parce que ça fait des décennies maintenant qu'on parle du troisième lien. Donc ça, je pense que c'est assez clair. Je vais dire une chose, Salim, puis les gens qui nous écoutent, qui nous suivent, le savent déjà. Presque du tout début du podcast qu'on a commencé, on dit qu'on est vraiment impressionné par Paul Saint-Pierre Plamondon. On le dit, surtout moi, je le dis. Et à chaque fois qu'il y a un sondage, mais ça semble démontrer que c'est pas juste nous, c'est pas juste moi qui ressent, qui a ce sentiment-là que les choses vont bien. Paul Saint-Pierre Plamondon, c'est un bon leader, il communique bien. C'est tout l'argument qu'on dit quand on parle souvent du Parti libéral, où on dit, regarde, ils se sont plantés durant les dernières élections, ils ont 19 députés, mais l'avantage là-dedans, c'est que le prochain leader qui va venir assumer cette responsabilité-là, mais il y a juste 18 autres personnes à gérer au lieu d'avoir un caucus de 50, 60, bien que tout le monde voudrait avoir un grand caucus pour rentrer, pour avoir cette force-là, pour rentrer peut-être au gouvernement. Mais c'est un grand avantage, d'après moi, d'avoir un petit caucus parce que tu peux mieux t'organiser, mieux planifier tes stratégies. Et je pense que Paul Saint-Pierre Plamondon l'a fait de façon magistrale. Juste pour rappeler aux gens que après la défaite, leur défaite électorale ou la dernière élection, les députés qui étaient là, qui ont perdu leur siège, il les a gardés dans l'entourage, il leur a donné des responsabilités, même s'ils ne sont pas élus, et j'ai trouvé ça vraiment intelligent. Donc, des anciens députés péquistes qui n'ont plus leur siège, il s'est assuré qu'ils demeurent dans l'action politique, dans le feu, comme on dit, avec plusieurs responsabilités. C'est quelque chose qui est très, très, très intelligent. Il a gardé son monde autour de lui. Et je pense que ça paraît que, oui, les membres aussi, mais aussi les gens qui sont dans son cercle l'apprécient comme leader. Il fait un excellent job. D'ailleurs, on l'a mentionné la semaine passée aussi, pour toute la question de l'annulation de cet événement anti-avortement. C'est les seuls qui ont sorti contre ça. Au début, ils étaient en accord avec le gouvernement, mais ils ont pris le recul et ont dit, regarde, peut-être qu'on a pensé trop vite à ça. C'est les seuls qui proposent des choses qui ont du sens et... Attends. C'est-à-dire, je me permets de t'interrompre là-dessus. Enfin, qui font du sens. Qui font du sens par rapport à l'idéologie à laquelle ils appartiennent, à l'option souverainiste, au message qu'ils veulent donner, et ils le livrent bien et ça paye dans les sondages. Ça, aucun doute. Bon, maintenant, de là à dire que les propositions qu'ils font sont bonnes, notamment sur l'immigration, ils veulent baisser l'immigration. Écoute, même François Legault, qui désirait la baisser, s'est retrouvé dans une situation où il était obligé de l'augmenter. Ouais. Et c'est pas de gaieté de cœur, là. C'est pas parce que pas parce que la CAQ aime l'immigration. Mais ça joue ça joue en leur faveur quand même. Non, mais oui, dans le discours. En fait, c'est ça. C'est-à-dire que si on parle d'un parti politique qui est cohérent avec le positionnement qu'il occupe, 100% avec toi. C'est le parti à l'Assemblée nationale, y compris la CAQ qui est au pouvoir. Ils maintiennent une constance selon leur idéologie, puis c'est exactement l'inverse de ce qu'on dit du Parti libéral où il n'y a pas de boussole. Eux autres, leur boussole, là, ils l'ont dans la main, puis ils la suivent. Ils l'ont enfin, parce que pendant longtemps, ils ne l'avaient pas, mais là, on dirait qu'effectivement, Saint-Pierre Plamondon est venu donner quelque chose, une saveur qui permet au PQ de mieux se connaître et de renouer avec son identité. Mais tu vois... et c'est bien que tu fasses le lien avec le Parti libéral parce que, justement, c'est une chose qu'on a déjà dit sur ce podcast plusieurs fois, puis dans mon blog aussi, je l'ai déjà écrit. À partir du moment où les gens ne savent pas où est-ce que tu te campes, ils ne savent pas où est-ce que tu te situes, ils ne veulent même pas te considérer. Là, par exemple, le PQ qui monte dans les sondages,
ça ne veut pas nécessairement dire que les Québécois sont d'accord avec ce qu'ils promettent ou ce qu'ils... Tu sais, parce que ça, c'est trop tôt, là. On va le voir dans des élections partielles. On va le voir aux prochaines générales. C'est beaucoup trop tôt pour dire que les Québécois adhèrent. Mais par contre, ce que l'électorat apprécie, c'est la clarté des positions du PQ et la cohérence entre une position et une autre. Et alors que, justement, là où la CAQ a perdu des points, c'est un peu sur cette incohérence. Je promets de baisser l'immigration, finalement je la monte. Je promets le troisième lien, puis finalement je vais pas de l'avant. Je promets ben des affaires, puis là j'en passe, puis que finalement ça se fait pas. Mais de ce point de vue-là, je trouve effectivement que le PQ fait un bon boulot, puis j'aime le fait que tu t'en parles comme une sorte d'antithèse du Parti libéral. Exactement. Puis, tu sais, depuis le tout début, puis on l'a mentionné aussi, eux autres, ils ont commencé vraiment fort la session parlementaire. Ils ne siégeaient même pas en chambre, puis ils ont réussi à faire passer exactement le serment au roi. Moi, j'ai trouvé ça magnifique. Ils ont tellement causé du bruit sur cette affaire-là qu'ils ont réussi à le faire passer sans même être dans l'Assemblée nationale. Donc, ils ont parti vraiment avec une grande victoire. Puis, regarde, il y avait le vent dans les voiles. J'espère franchement pour eux que ça va de l'avant de même. Je le trouve vraiment intéressant, moi, Paul Saint-Pierre Plamondon. J'ai très hâte à voir comment sa carrière politique va se développer. Alors, écoute, tout à fait. Puis d'ailleurs, il y a peut-être deux choses à dire. La première, je vais dire que Paul Saint-Pierre Plamondon aussi est très chanceux de compter sur deux députés qui sont quand même bons. Hein. C'est des députés, la seule raison pour laquelle ces députés-là sont là, c'est eux. C'est même pas le Parti québécois qui les a fait. C'est comme Pascal Bérubé, là, qui... Bon, écoute, c'est un gars qui... Tu peux pas le bouger, lui. Mais c'est sûr, tu peux pas le bouger. C'est un excellent député, un excellent parlementaire. Écoute, et puis même ceux qui sont pas d'accord avec lui l'aiment beaucoup. Et puis en plus de ça, je trouve que dans les dernières années, il a pris en maturité de manière fantastique. D'ailleurs, tu le vois parfois sur Twitter, comment il agit comme un gentleman, etc. Donc, tu sais, je veux dire... Pascal Bérubé, il gagne son comté, pas parce que c'est le Parti québécois, mais parce que c'est lui. Oh, c'est lui. Puis j'ai parlé avec plusieurs de mes amis qui sont originaires des îles de la Madeleine, puis c'est pareil pour Joël Arsenault. Joël Arsenault, bon, c'était plus serré, bien sûr, parce qu'il avait une candidature caquiste très forte à côté de lui. C'était l'ancien maire des îles et qui était très populaire. Mais finalement, en tout cas, tout ça pour dire qu'il a cette chance-là de compter sur deux députés qui sont quand même d'expérience. Moi, je te dirais, en toute humilité, hein, parce que je n'ai pas... en toute humilité, si j'avais un conseil à donner à Paul Saint-Pierre Plamondon, c'est peut-être le seul petit bout, moi, qui parfois me dérange dans ses interventions, au-delà de ses idées, parce qu'évidemment, je ne suis pas d'accord avec beaucoup de ses idées, mais c'est que parfois, il a un ton trop grave. Là, pour le moment, ça va. Parce qu'il est troisième opposition, puis, tu sais, il y a encore personne qui le voit premier ministre demain, etc. Là. Mais, tu sais, il va pas pouvoir jouer cette carte-là trop longtemps. Le temps est grave. Tu sais, pendant 4 ans, ça va être long. Là. À un moment donné, là, il va déprimer les gens qui l'aiment et qui l'écoutent. Là, ils vont se dire, OK, là, lui, peux-tu être positif de temps en temps? Positif, ça ne veut pas dire ne pas être critique. Il peut être critique, c'est son rôle, c'est sa job. Il est payé pour ça, c'est pour ça. Mais peut-être juste un peu moins un ton. Il a un ton parfois qui est monotone. Tu sais, il va à la télé, on sent la fraîcheur dans le contenu, mais dans le contenant, c'est-à-dire ce qu'il dégage parfois, c'est quelqu'un qui... a même pas envie de faire une micro-blague qui va durer 1 seconde parce que le temps est grave. Ouais. Puis ça, je te dis, c'est dommage parce que à un moment donné, il faut pouvoir essayer d'accrocher les gens, pas juste de leur envoyer des ondes négatives, mais de leur envoyer des ondes positives, puis pas juste dans le message. Le message, c'est important. Il a monté dans les sondages grâce au message. C'est très bien. Good, continue comme ça. Mais
le ton qu'il utilise, à un moment donné, ça va se retourner contre lui. Ouais, je vois ce que tu veux dire. Je ne l'avais pas remarqué, mais ouais, je vois ce que tu dis. Mais regarde, moi, je peux pas dire que je suis surpris. Je suis surpris peut-être qu'il est deuxième, mais je suis pas surpris du tout du progrès du Parti québécois. On l'a vu venir, au moins moi je l'ai vu venir, parce que ils font une job spectaculaire. Sa stratégie dans les dossiers puis dans ses interventions, il a réussi à compter des points à chaque fois. Je veux quand même parler aussi dans le sondage de Québec solidaire et des libéraux qui, oui, depuis les derniers sondages, ça bouge pas grand... Il y a pas grand-chose qui bouge, là, tu sais. Et la seule chose qui... Je sais pas si c'est une bonne analyse, là, mais la façon que je la vois, c'est parce que quand on voit la CAQ, Québec et Parti québécois jouer un peu les chiffres, mais on sait que ça se passe en région. Et Québec solidaire et les libéraux, c'est sûr que leur vote et les élus sont sur l'île de Montréal. Donc, est-ce que ça veut dire que eux autres, c'est pas mal ça, c'est établi, vous êtes là, vous êtes un parti qui est maintenant réduit à un appui régional montréalais, and that's it? Est-ce qu'ils peuvent espérer, surtout pour le Parti libéral, qui avait quand même un appui considérable dans les régions, un jour de se retrouver quelque part dans les régions? Ben, écoute, je parlais déjà de Québec solidaire. Québec solidaire, c'est sûr qu'il y a une certaine forme de stagnation. On a vu d'élection en élection. Depuis 2008, ils ont toujours gagné, ils ont toujours fait des gains. Il y a un seul comté qu'ils ont perdu, puis c'est celui de Rouen. Oui, exactement. Abitibi-Est, je crois. Ouais. C'est ça, effectivement. Mais, mais à côté de ça, ils ont quand même gagné Saint-Henri-Sainte-Anne dans la partielle. Exact. Donc, tu sais, j'ai envie de te dire, on dirait qu'il y a une certaine forme de stagnation. C'est sûr que c'est un parti qui va devoir... En fait, c'est un parti qui va devoir aller chercher son potentiel de croissance à l'extérieur de Montréal. Et ça, c'est difficile parce que pour eux autres. Parce qu'en dehors de Montréal, ils ont Christine Labrie qui est à Sherbrooke. Puis ils ont, j'ai oublié son nom, mais le nouveau député de Tachereau qui est à Québec. Il y a un autre. Oui, Sol Zanetti à Québec exact. aussi. Oui, effectivement. Dans Jean Lesage, le comté de Jean Lesage. Donc, écoute, bref, en tout cas, tout ça pour dire que c'est sûr que ça va plutôt bien pour eux à Montréal. Écoute, ils font des gains. Ils ont fait Maurice Richard, ils ont fait Verdun, ils ont fait Saint-Henri-Sainte-Anne. Puis ça avance. Ça avance. Bon, ils en feront peut-être pas élire dans le West Island, là, mais ouais. Ils peuvent encore aller chercher des comtés à Montréal. Ils pourraient, en tout cas. Dans le centre. Dans le centre, Bourget, ils pourraient aller le chercher. Si c'est, Ah non, mais c'est déjà le cas, Bourget, je crois. Hein. C'était Richard Campeau, à moins qu'il s'est fait réélire. En tout cas, bref, peu importe. Mais il y a encore... à Montréal, ils sont bien établis. Le potentiel de croissance est à l'extérieur. Puis c'est pour ça que leur course à la, j'allais dire chefferie, mais c'est pas chefferie, mais au co-porte-parole ouais. Féminin va être important parce que sur les 3 personnes qui sont en course, sur les 3, 2 sont de région. Christine Labrie, qui est députée de Sherbrooke, et l'ancienne députée de Abitibi-Est, qui est Marie-Lise, et là j'ai oublié le nom de famille. Terrien? Ça se peut-tu, ouais? Ouais, je pense que c'est ça, excuse-moi. Okay. Je suis vraiment avec les noms, là. Je suis pas très bon. Mais en tout cas, fait que là, il y en a 2, tu sais. Puis ça, c'est intéressant, parce que là, c'est la bataille des régions versus Rouba-Gazal, qui est montréalaise, ouais, qui est la voisine de comté de Gabriel Nadeau-Dubois. Donc, tu te dis, ouais, mais qu'est-ce que tu gagnes là? Mais par contre... souverainiste au bout, là, elle joue la carte. Moi, j'ai connu Rouba Gazal parce qu'elle était la candidate Québec solidaire dans Laurier d'Orion pendant un bout. OK. Donc, elle a fait campagne en 2007, en 2008. Peut-être même avant 2007 aussi, je me rappelle pas, mais en tout cas, elle a fait au moins deux campagnes lorsque j'étais là, puis là, elle a quitté, puis Andrés a commencé à faire ses campagnes.
Puis on lui a donné merci quand Amir Kadir est parti. A quitté. Puis honnêtement, là, c'est une bonne parlementaire, Rouba Ghazal. Elle a des dossiers franchement importants. Puis elle a impressionné depuis son entrée au Parlement. Moi, je suis pas d'accord avec elle du tout. Clairement. Mais si j'étais dans Québec solidaire, je l'apprécierais beaucoup. C'est sûr qu'il faudrait. Non, mais c'est sûr qu'il faut la considérer. Là, quand t'es solidaire, c'est sûr que tu la considères. Parce qu'effectivement, elle a des valeurs et des compétences très fortes. La seule affaire, c'est qu'en ce moment, c'est sûr qu'il y a des solidaires qui vont être très partagés entre le fait qu'ils aiment beaucoup Rouba Ghazal et le fait qu'ils sont conscients que s'ils veulent augmenter leur nombre de députés à la prochaine élection, ils sont conscients qu'il va falloir peut-être quelqu'un des régions, ou tout du moins mettre l'accent sur les régions, hors d'avoir deux co-porte-parole qui soient voisins de comté, Mercier et Gouin. Peut-être que certaines personnes vont passer leur tour en se disant « Écoute, Rouba, ça sera peut-être pour la prochaine fois, mais pas cette fois-ci. » C'est pas impossible. Mais on parlait aussi des libéraux. Libéraux, là, ils ont perdu un point. Ils sont passés de 14 à 13%. Effectivement, ça reste plus ou moins la même chose. C'est négligeable. Il n'y a pas vraiment de changement. Mais tu vois, et puis c'est ça qui est un petit peu dommage, c'est que plus les libéraux vont tarder à avoir un chef, moins leur offre politique va être claire, moins il y aura de considération de la part de l'électorat. En ce moment, là, l'électorat, c'est même pas genre « Oh non, je vote pas pour les libéraux ». C'est qu'ils les voient même pas. Ouais. Ils les voient même pas. C'est ça la vérité. Et je m'excuse, là, parce que j'ai parlé avec ben du monde là, au PLQ qui ont des responsabilités, élus et non élus, etc. Mais là, c'est parce qu'on veut laisser la chance, la possibilité à ce que un chef de l'extérieur, une candidature de l'extérieur puisse venir, là, qui soit... Écoute, tant mieux si c'est le cas. Mais là, à un moment donné, là, moi, j'ai plus l'impression qu'on rêve en couleur. Il n'y a pas de chef extraordinaire là, qui va arriver dans un parti qui est dans cet état-là. Là, ce dont a besoin ce parti-là, c'est d'un chef qui va être dédié à une cause, celle de remonter ce parti-là. C'est-à-dire de prendre sa voiture, de faire 6 heures, 7 heures de route pour faire une rencontre avec 8 militants parce que c'est ça qui reste dans certaines régions, tu sais, et ne pas se frustrer à ça. Et puis c'est de ça dont on a besoin. Là, tu veux ramener une rockstar qui fera pas ces efforts-là, à qui on va vendre l'idée que son travail est à l'Assemblée nationale. Or, je le dis, messieurs, mesdames, les députés du caucus libéral, là, sortez un peu de l'Assemblée nationale. Ça ne se passe pas là. Ouais. Votre trip de parlementaire, ça parle pas aux gens. Même quand vous faites des bons coups en commission parlementaire, il n'y a personne qui le sait. Ça flatte votre ego de parlementaire, mais c'est tout. C'est tout. Ouais. Moi, chose certaine, là, puis peut-être positive aussi, c'est que j'ai confiance qu'au moins cette fois-ci, il y aura une vraie course. D'après ce que j'entends, moi, il y aurait au moins 3 candidats. Au moins. Moi, je pense que il y a une bonne chance que quelqu'un de l'extérieur soit dans la course à la chefferie. Je ne sais pas si ce sera qui, puis je ne sais pas si cette personne-là aura les compétences ou les qualités d'être un leader et de vraiment réussir à remonter le parti. Ça, on ne sait pas. Mais au moins, la chose positive pour moi, là, de mon point de vue, c'est qu'il y aura une course. Okay? Donc, c'est sûr et certain que ça va stimuler un peu les membres. Il y a les choses qui vont bouger. Le membership va augmenter. Il y aura un intérêt. Il y aura de l'engagement. Il y aura certainement, comme tu dis, un peu de voyage dans les régions, puis un peu partout au Québec. Ça, moi, je le vois et j'espère que ça sera le cas.
Le problème, moi, que j'ai, puis on l'a discuté dans d'autres épisodes, c'est les personnes qu'on entend, tu sais, les rumeurs qui circulent. D'après moi, c'est les personnes qui sont peut-être les mieux placées dans le caucus et j'ai peur qu'on mette de côté, entre guillemets, le progrès qu'on a fait, là, tu sais, peut-être les 2 derniers mois, 1 mois et demi environ, où on voit un peu la baisse de la CAQ. Je sais pas si c'est à cause du PLQ ou des autres oppositions, mais de toute façon, il y a une petite baisse du gouvernement et je pense que c'est là le moment propice pour l'opposition d'en profiter and to double down, comme on dit en anglais. Et j'ai l'impression que si ces gens-là qu'on entend parler se lancent dans la course, je sais pas comment qu'on va faire ça. Donc mais, là, on a déjà parlé. Ben c'est ça. Mais en fait, c'est toujours bien qu'il y ait une course. Mais en même temps, je veux juste te dire un truc. Et je sais, hein, les choses sont souvent paradoxales. Les gens dans ce parti-là veulent une course parce que c'est salutaire. Mais d'autres, moi je l'ai entendu souvent, ils se disent, là, si on est capable d'aller chercher des grands noms, là, je pense pas qu'il y en ait des tonnes, là. Ça n'existe pas. Mais admettons là, que, je sais pas moi, il y a quelqu'un au fédéral qui perd sa job, peu importe, là, tu sais, il y a des rumeurs, des choses comme ça, là, peu importe. Qui décide d'y aller. Il te dit, tu sais, tu vas aller le convaincre. Là. Admettons, tu es une gang là, de 10-15 personnes là, qui veulent aller le convaincre. Là, ou parmi ces gens-là, des députés qui disent « si tu ferais un chef extraordinaire, on va t'arranger ça. » La personne n'a pas envie de faire une chefferie. C'est comme déjà, dans ce gros nom-là, pour lui là, ou pour elle, je pense pour lui, ça va être déjà beaucoup de faire le move puis d'aller au PLQ. Ouais. Si en plus, il devait passer par une chefferie, puis potentiellement contre des candidats ou des candidates qui sont pas à sa hauteur, il va se dire, mais là, pourquoi je vais baisser de mon image, là, tu sais. Ouais, l'ego. Mais non, mais oui, mais l'ego chez les politiciens. Alors, je suis d'accord avec toi, hein, l'ego, c'est pas très positif. Mais un petit quelque chose d'ego, ça c'est pas nécessairement négatif en politique. Là, un petit quelque chose. Pas trop. Il y a des gens qui en abusent là, de leur ego. Là. On verra bien. Moi, comme je t'ai dit, comme tu as dit, la stagnation dans les sondages, moi, ça m'indique que c'est pas mal ça. Tu sais. Libéraux, Québec solidaire, vous êtes bien placés où vous êtes, puis c'est pas mal ça. Au moins pour la prochaine année. Je sais pas peut-être que durant la course, il y a quelque chose qui va changer. Tu as dit les solidaires rentrent dans une course aussi. Est-ce que ça va bouger un peu l'aiguille? D'après moi, peut-être non. Je pense qu'ils sont pas mal bien campés où est-ce qu'ils sont. C'est des partis régionales. L'appui est essentiellement à Montréal. C'est triste à dire, surtout pour les libéraux, mais c'est une réalité. J'espère peut-être que les choses s'amélioreront, mais... Mais George, si je peux me permettre, tu sais, en fait, quand tu dis c'est une réalité, c'est-à-dire fondamentalement, quand tu vois les résultats électoraux des 2 dernières élections, puis que tu vois les tendances des sondages des 4 et quelques dernières années, là, ou peut-être 5 dernières années, oui, c'est vrai, ça peut donner cette impression-là que le PLQ, c'est juste un parti de Montréal, d'anglo puis d'immigrants, parce que ça, c'est ce que les adversaires du PLQ disent. Sincèrement, puis tu as été, toi, au Conseil général, hein, tu sais, des gens, d'ailleurs, je comprends qu'il y en a beaucoup moins, là, des militants, etc. OK, fine. Mais des gens, là, qui sont des libéraux, qui sont en région, qui sont des francophones, et qui, pour le moment, ont stationné leur vote à la CAQ, là, il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup dans la région de Québec, il y en a beaucoup en Mauricie, il y en a énormément en Outaouais, il y en a énormément en Estrie, dans le centre du Québec, il y en a quelques-uns. En Montérégie, il y en a beaucoup aussi. Mais... c'est quoi les chances du Parti libéral d'aller chercher ce vote à nouveau? Est-ce que la performance du PQ va faire en sorte, ou la baisse de la CAQ, dépendamment comment on le voit, est-ce que ça va être assez pour ces gens-là de dire, oh, tu sais, on va retourner au Parti libéral? Écoute, parce que maintenant, l'offre là, du Parti libéral, il n'est pas très intéressant non plus. Elle n'est pas claire. Mais alors, c'est une excellente question que tu poses.
Une excellente question. En fait, il y a deux écoles de pensée. La première qui dit la montée du PQ pourrait être favorable au PLQ parce que, tu sais, historiquement, le Parti fédéraliste, etc. Moi, j'ai toujours dit ça, anyway. Ouais, honnêtement, la majorité des gens, l'écrasante majorité des gens, c'est ce qu'ils disent. Moi, je t'avoue que je fais partie d'une autre école de pensée qui est bien plus minoritaire. Puis, j'ai pas la vérité infuse. Le temps nous le dira, ça confirmera ou pas ce que je vais dire. Mais moi, ce que je pense, c'est que la CAQ est arrivée à suppléer le PLQ dans sa position anti-référendum. Pas dans sa position fédéraliste, mais dans sa position anti-référendum. D'ailleurs, je te rappelle que même le PLQ, il disait on est contre un référendum. Il disait jamais votez pour nous, on est fédéraliste. Tu sais, donc il y a une nuance qui se fait dans la tête de l'électeur qui est importante. L'électeur, là, le référendum, il veut rien entendre parler de ça. Là. En tout cas, selon les sondages, c'est 36-37%, là, mais et encore. Ça aussi, si ça se matérialisait réellement, peut-être que le score serait plus bas que ça. Mais anyway, ce que je veux dire par là, c'est que dans la tête des gens, ça se peut que la CAQ devienne l'antidote au PQ. Et ça, je te le dis, si le PLQ ne clarifie pas son offre plus rapidement, ne va pas chercher un chef rapidement, ne met pas toute la gomme à se définir et à se reconstruire très rapidement, de sortir un peu du Parlement, de sortir de cette vision parlementaire qui est juste un trip d'élus de l'Assemblée nationale et d'aller sur le terrain, de rencontrer du monde partout. Eh bien, est-ce que le PLQ est en danger de mort? Il l'est. Je ne dis pas qu'il va mourir, mais est-ce qu'il est en danger de mort? Il l'est. Ouais. On va faire un saut au fédéral, puis je m'en excuse, là, tout le monde qui nous suit, parce que ça fait plusieurs épisodes maintenant qu'on en parle, et on va parler de l'ingérence étrangère. Puis je sais que pour plusieurs, c'est plate, mais il y a des développements qu'on peut pas négliger non plus là, à Ottawa. Des affaires, d'ailleurs, qu'on en a mentionnées durant nos épisodes, où on se demandait, mais comment se fait-il que Johnston a pris cette responsabilité-là? Il n'a pas vu les oppositions qui étaient tellement contre ça. Il n'a pas pu penser que ça allait pas être facile de faire cette tâche-là. Il n'a pas pensé que, Justin, peut-être que tu as tort dans ce dossier-là. Je me mets de côté. Justin Trudeau, il n'a pas vu que pourquoi je ruinerais la réputation d'une personnalité comme David Johnston. Toutes ces questions-là, on les a posées. Et finalement, la semaine passée, David Johnston a remis sa démission, réalisant évidemment que il faisait pas l'unanimité au Parlement, qu'il y avait un chaos autour de sa nomination et qu'il ne pourrait pas finalement compléter son mandat. Et il a fait la bonne chose, je pense, c'est la bonne décision de se retirer. Malheureusement, et je dis ça pour lui malheureusement, c'est que comme personnalité publique qu'il a été, il a passé des décennies dans la fonction publique, de finir sa carrière sous cette lumière-là, sur ce projecteur-là, que je suis ami de Justin Trudeau, que j'étais impliqué dans la Fondation Trudeau, qu'il y a des soupçons, que je connaissais certaines choses, puis j'essaie de cacher ça ou whatever, là, tu sais, que les gens peuvent penser. Je trouve ça malheureux. Et je trouve que cette démission-là de David Johnston, ce qu'elle fait de plus, c'est de mettre encore la lumière sur le manque de jugement de Justin Trudeau. Écoute, David Johnston, bon, d'abord, les gens qui le critiquent sont d'abord
très sévère et très injuste avec lui. Parce que c'est quelqu'un qui a une feuille de route exceptionnelle. Il a occupé des fonctions intéressantes, prestigieuses, importantes. Mais on va se le dire. David Johnston, il est tout, absolument tout, sauf un politicien. Ouais. Donc lui, le flair politique, c'est 0 plus une barre. Non, mais je sais, c'est pas parce qu'il a été gouverneur général et que donc, par la force des choses, t'es plus ou moins proche de la politique, etc. Mais tu sais, dans notre système, oui, c'est une institution, l'institution est importante, mais son pouvoir demeure très symbolique, à part dans des cas de problèmes constitutionnels très graves, là, mais tu sais, bon, en tout cas, c'est pas un politicien, il n'a pas le flair politique. S'il avait le flair politique, il aurait probablement pas accepté le rôle qu'on lui avait suggéré d'abord. Et puis surtout, lorsque il y a eu cette motion où les partis d'opposition ont unanimement voté contre lui, ou en tout cas en faveur de son retrait, son communiqué de presse était franchement discutable, tu sais, de dire, bon, ben moi je tiens ma responsabilité du gouvernement et donc je m'en fous un peu de cette motion-là. Ben, moi, je trouvais que c'était un peu plate parce que c'était écrit dans le ciel que ça allait se finir comme ça. Bon, il a décidé de se retirer. Enfin, il se retire à la fin du mois. Je pense qu'il y a un autre rapport qu'il doit fournir. Quoique, les partis d'opposition ont déjà annoncé que ce deuxième rapport n'allait pas avoir plus de valeur que le premier parce que c'est la même personne qui l'a fait. Ce qui est plate, hein, parce que je suis sûr que dans le travail qu'il a fait, il doit y avoir du bon travail aussi. Tu sais, je veux dire, c'est pas un deux de pique, là. Johnston, et puis il n'y a pas juste lui qui travaille, là. Tu sais, il a une équipe autour de lui et tout, là. C'est pas... puis les méthodologies vont être dévoilées aussi. Enfin, bref. Mais écoute, ça, on l'a dit il y a quelque temps déjà sur ce podcast-là. Tu sais, quand tu résistes beaucoup à des enquêtes publiques, malheureusement, à un moment donné, tu finis toujours par les déclencher. C'est pas impossible que c'est ça qui va se passer. Je sais pas si ça va se passer, mais c'est pas impossible que ça se passe. Vas-y. Ouais, ben, c'est ça, j'allais dire que la porte semble avoir été un peu ouverte, surtout cette semaine, quand François Blanchet a pris un peu le leadership et a dit, regarde, nous, là, on va pas attendre Justin Trudeau. Voici des noms qu'on va vous proposer, qui seront des candidatures intéressantes comme commissaire, des anciens juges, etc. Je me rappelle pas des noms, là, mais c'était quand même des noms très intéressants. Il y avait Louise Arbour, il y avait... politiquement puis idéologiquement neutre. Erwin Cutler, exactement. Je me rappelle pas toute la liste, mais des personnes qui ont toutes les capacités nécessaires à faire cette job-là. Et moi, là, c'est cette hypocrisie dans la politique qu'on voit tellement souvent, là, tu sais, puis il y avait M. Leblanc, le ministre des Affaires intergouvernementales, qui semble avoir la responsabilité de ce dossier-là, qui, après cette déclaration de M. Blanchet, il est sorti dire, ben là, tu sais, on est content de voir finalement que les oppositions sont sérieux sur l'ingérence étrangère. Puis, regardant maintenant que les oppositions veulent collaborer avec nous, le gouvernement, ben, la porte n'a jamais été fermée. Come on, man. T'sais, tu vends ça à qui, là? Moi, c'est ça que j'apprécie pas. Tu nous as fait perdre, quoi, 2 mois maintenant, 3 mois? Je regarde ma montre comme si la réponse est là. Mais ça fait 2 mois maintenant qu'on joue là-dedans. Quelle perte de temps, de salive, de tout ce que tu veux, là. T'aurais pu juste faire ça dès le début. Les oppositions étaient là, ils étaient prêts à collaborer. De toute façon, tous les groupes d'opposition étaient en faveur d'une commission publique. Mais je vais te dire un truc. À la défense du gouvernement, puis je suis pas là pour dire que le gouvernement fait la bonne chose. Moi, j'aurais conseillé, avoir été conseiller politique, j'aurais probablement conseillé une autre façon de fonctionner. Mais à la défense du gouvernement, une commission d'enquête publique, ça a
toujours un impact négatif sur le gouvernement, même quand le gouvernement n'est pas responsable. On a déjà fait partie, toi et moi, d'un gouvernement qui a déclenché pas une, mais deux commissions d'enquête. Bon, si la première semblait évidente pour une question de confiance du public dans les institutions judiciaires, la deuxième, on voyait bien que à l'époque, les oppositions cherchaient à coller une étiquette, à faire croire ou penser qu'il y avait de la corruption au niveau du PLQ, etc. Et or, la réalité, c'est que la commission d'enquête publique a finalement démontré que oui, il y avait de la corruption, mais il n'y en avait pas au niveau provincial. C'était plus au municipal. Ben, c'était au municipal. Et de là à dire que le gouvernement est responsable, tu sais, je vais te dire un truc, là. Au moment où on se parle, au moment où on se parle, il y a des choses pas correctes qui sont en train de se faire. Pourquoi? Parce que tant qu'on les a pas découvertes, ben, on n'a pas encore mis de barrière à ça. C'est toujours comme ça dans une société. T'sais, tant qu'on voit pas qu'il y a un problème, ben, il n'y a pas de barrière. Pourquoi tu mets une barrière quand il n'y a pas de problème? Ouais. Alors, bref, tout ça pour dire que même si je pense que le gouvernement fédéral aurait peut-être pu agir différemment au niveau politique, je peux comprendre l'hésitation à se dire, ouais, mais là, c'est parce que si on la déclenche pour que n'importe quoi qui sorte, les oppositions, ils disent, ah, vous avez vu, c'est Justin Trudeau, ah, c'est le premier ministre, ah, c'est son cabinet, ah, c'est ceci, c'est tel ministre, c'est tel député. Vous voyez bien qu'ils ne savent pas ce qu'ils font, fait que on s'en va en élection tout de suite, puis Canadien décidé. Tu sais, c'est plate, hein? Mais c'est comme ça. Mais par contre, tu vas me dire, la perception de faire l'inverse est aussi mauvaise, parce que quand tu décides de ne pas en déclencher une, ça donne l'impression que tu caches quelque chose. Même quand tu caches rien, ça donne l'impression que tu caches quelque chose. Mais c'est ce que tu as dit, hein, parce que c'est pas comme si au fédéral, il y a un manque de députés d'expérience qui savent que, en général, tu vas aboutir à une commission d'enquête anyway. Tu comprends? Donc, que tu mets un délai ou que peut-être que Justin Trudeau, ils ont très bien calculé leur affaire. Peut-être qu'ils ont dit, garde, là, nous, il faut étirer ça le plus possible jusqu'à la fin de la session parlementaire. Puis arriver là, ben garde, on va dire, on va le faire à la prochaine session parlementaire. I don't know, puis laisser l'été un peu comme buffer. Peut-être. Puis ça a super bien fonctionné parce que ben là, leur session achève. Et peut-être que, moi, d'après mon analyse, d'après ce que je vois, ça a l'air que ça va être ça. Donc, si c'est ça le cas, ben bravo Justin Trudeau, tu as réussi à faire ce que tu voulais. Mais moi, ce qui ressort beaucoup plus, à mon avis à moi, c'est que tu as l'air d'un incompétent. Et il faut dire que l'opposition au fédéral est beaucoup plus efficace qu'au provincial. Je parle de la première, de l'opposition officielle, en ce cas-ci, les conservateurs. Ils sont très efficaces. Qu'on pense ce qu'on veut de M. Poilievre, il est efficace comme parlementaire et surtout en opposition, il attaque à tous les jours. C'est un pitbull. Ouais, il est bon à ce qu'il fait. Puis toutes les choses qui ont sorti, tout ce que ça fait, ça démontre une incompétence incroyable au niveau du gouvernement dans le dossier de l'ingérence. Puis encore là, récemment, il y a le témoignage du directeur des renseignements secrets qui est sorti de dire que nous, les rapports, on les a remis et peut-être qu'ils n'ont pas été transférés au ministre, mais ils étaient au courant. Puis là, on sait, même avec c'est une autre histoire complètement, là, mais le déplacement du prisonnier, là, qui ont sorti dire, mais nous, on est choqués, on vient juste d'apprendre ça. Ben là, on apprend que non, c'est pas vrai. Ça fait 3 mois qu'on vous a envoyé le mémo. Donc, je sais pas qu'est-ce qui se passe. Est-ce qu'on lit pas les messages? Est-ce qu'ils sont pas remis? Je sais pas. Est-ce qu'ils essaient d'ignorer les messages qu'ils reçoivent? Mais moi, je commence à voir un pattern que
effectivement, les messages sont communiqués, les messages sont relayés au ministre et au bureau du premier ministre. Ce qui se passe auprès de ces bureaux-là, est-ce que les ministres ou le premier ministre reçoit ou non le message, on le sait pas. Mais moi, je crois que les messages sont envoyés. J'ai confiance aux institutions parlementaires et la façon que la mécanique fonctionne avec ces choses-là. J'ai aucun doute là-dessus. Et avec la question de l'ingérence, avec toute cette information qui a été coulée dans les médias, c'est pas tombé du ciel, c'est pas l'imaginaire. Là, donc, et l'opposition, ils font un travail exceptionnel. Puis franchement, Justin Trudeau puis les libéraux, ils ont l'air d'incompétents. Mais je vais juste te dire un truc. Il y a bien sûr ce qu'on appelle la responsabilité ministérielle. Donc, ça veut dire que quelque chose qui se passe, une défaillance dans le ministère que tu gères ou les agences dont tu es responsable, tu en es responsable. T'sais. Donc, ça veut dire que, c'est ça, l'imputabilité ministérielle. Sauf que, au-delà de l'imputabilité ministérielle, il y a des choses qui se passent qui ne sont pas nécessairement de la faute du gouvernement, qui ne sont pas nécessairement la faute des élus ou des ministres. Là, tu comprends ce que je veux dire? C'est-à-dire, il y a des choses qui se passent parfois dans la machine administrative, comme on dit, à l'intérieur de la bureaucratie, etc., qui t'échappent. C'est normal, là, c'est des gros bateaux. Alors, don't get me wrong. Si ça se passe au début, dans un nouveau gouvernement, je te dirais, t'as raison. Ça se passe tout le temps. Le gouvernement de Justin Trudeau en 2015-2017, je te dirais, peut-être c'est normal. Mais là, après 8 années... Mais en fait, tu fais bien de soulever ça, parce qu'effectivement, c'est exactement ça la perception. Mais la réalité, là, c'est que c'est tout le temps. Tu peux être là 10 ans, 15 ans, là, ça va toujours être le cas. Parce que ce que les gens souvent omettent, oublient, c'est que les politiciens sont là pour donner des orientations, sont là pour poser des questions, s'assurer qu'il n'y ait pas de problème ici et là, etc. Là, mais tu sais, il y a toute une machine administrative qui travaille. Puis là, en l'occurrence, sur les questions d'ingérence, la machine administrative, que ce soit le ministère de la Défense, que ce soit le SCRS, que ce soit le ministère de la Sécurité publique, et j'en passe, il y a des dimensions confidentielles qui font en sorte qu'il y a une espèce de flou où l'information soit ne remonte pas comme il faut, ou ne remonte pas rapidement, ou on te donne l'information, puis à côté de ça, on te dit « Ouais, fais attention avec cette information-là, vous l'avez maintenant au niveau politique, mais il faut vraiment pas que ça sorte. » Fait qu'eux autres, qu'est-ce qu'ils font? C'est que ils disent rien, parce qu'on leur a dit que c'était top secret, fait qu'il faut rien dire. Ouais. Et à l'intérieur des machines administratives, il y a aussi des guerres intestines. Là, tu sais, il ne faut pas croire. Là. Puis il y en a un qui n'est pas content, qui va contacter le Globe and Mail, puis qui va donner ci, ça. Il y a beaucoup de choses. Honnêtement, il y a beaucoup de choses qu'on ne sait pas et honnêtement qu'on ne saura jamais. Toujours est-il, on est en démocratie et ça ne peut pas être parfait. Un ministre a ce qu'on appelle la responsabilité ministérielle et donc il est imputable de tout ce qui se fait. Même quand il n'est pas responsable, il est quand même responsable. Ouais. Parce que maintenant, et je pense que je l'ai lu ça, à moins que j'ai tort, là, mais j'ai lu quelque part que la GRC a débuté une enquête sur le dossier de Hang Dong, je pense, et de toutes ces menaces que sa famille a reçues. Donc, c'est quand même sérieux. C'est pas n'importe quoi que la GRC rentre dans le dossier maintenant, finalement, parce que là, on sort de cet aspect politique, gouvernemental, institution parlementaire, là, tu sais, qui a fait quoi, est-ce qu'on a eu... Là, c'est la police qui rentre dans le jeu puis dit, garde, là, nous, on a reçu certaines informations, d'après ce qui est sorti, on n'a pas le choix, il faut enquêter. Ben, écoute, moi, je suis content d'entendre ça. C'est-à-dire, que des agences de sécurité et de police, etc., fassent leur travail. Écoute, moi, comme Canadien,
j'attends que ça. Tu sais. Moi, au contraire, je te dirais même que j'ai grandement confiance. Puis tant mieux. Maintenant, il faut juste se souvenir d'une chose. C'est que les fuites dans les médias, c'est des fuites illégales. Pire que ça, c'est des fuites criminelles. Donc, ça, c'est très touchy hein, comme sujet. Puis on en a déjà parlé dans d'autres épisodes parce que, de un, il faut protéger les... comment on l'appelle? Les whistleblowers en français? Les lanceurs d'alerte. Il faut les protéger. En même temps, Justin Trudeau, il veut partir il a appelé une chasse aux lanceurs aux alertes. Là. C'est qui a coulé ça? Parce que effectivement, tu peux pas faire ça. Mais pour qu'on honnêtement, c'est même pas aux politiques de le faire. Parce que à la base, c'est dans une loi. Donc c'est pas... C'est-à-dire, la loi dit que poser ce geste-là est criminel. Donc, à partir de là, que la police ou que les autorités compétentes procèdent à des vérifications, des enquêtes pour essayer de trouver qui a fait ça, c'est tout à fait normal. Puis la personne qui a coulé ça le savait. Mais de toutes les manières, c'est pas l'enjeu aujourd'hui, hein, parce qu'il y a personne en ce moment qui véritablement parle du fait que ce coulage d'informations. C'est pas l'enjeu principal. Non, le focus, il est pas là. L'enjeu mais il est là. On le mentionne. Mais bien sûr, il est là parce que oui, c'est ça, on a des lois. Mais ça n'aime pas, tu penses pas, parce que c'est pas quelque chose qui arrive à chaque jour non plus. Là. C'est pas comme si à chaque semaine, il y a une affaire qui est coulée de cette importance-là. Donc le fait, puis on en a déjà parlé, le fait qu'on en est arrivé à ce point-là, ça, encore une fois, ça reflète peut-être oui. Non, mais regarde. À une incompétence ou peut-être à un manque de volonté du gouvernement à faire sa job. Je veux pas donner l'impression ici que, tu sais, j'essaye pas de faire l'avocat du gouvernement ou de défendre, loin de là. De toute façon, j'ai souvent critiqué sur ce podcast-là. Mais non, mais ce que je veux juste dire par là, c'est que il y a peut-être une espèce de nonchalance vis-à-vis de certains dossiers. Ça, c'est pas impossible, c'est pas exclu. Mais la raison pour laquelle j'ai un peu de mal à m'exprimer ou davantage sur ce sujet-là, c'est parce que sur les questions là de défense et de renseignement, etc., c'est tellement complexe, compliqué, technique, surtout pour personnes comme moi qui honnêtement n'y connaît rien. Je veux dire, j'y connais absolument rien. Est-ce que, oublie pas, hein, sortir une information, tu peux aussi sortir une information hors de son contexte et elle n'a pas la même valeur. Et admettons qu'il y a une information qui est sortie, mais l'information qui vient contredire cette information qui est sortie, ben, le gouvernement ne peut pas la sortir parce que ça mettrait en péril des enquêtes qui sont faites, ça mettrait en péril la sécurité du Canada, ça pourrait, je sais pas moi, il y a des éléments là-dedans encore plus... Fait que, il y a des gens, je suis sûr, là, qui quand ça s'est sorti, ils voulaient sans doute se défendre en disant non, mais nous, on a une autre information qui confirme que ça, c'est de la bullshit. Ouais. Mais ils peuvent pas la sortir. Ouais. Qu'est-ce qu'ils font là? C'est compliqué. C'est très compliqué, surtout que dans cette histoire-là, selon tout ce qui est sorti, puis encore une fois, on ne sait pas si c'est vrai ou non, j'imagine que oui, mais il y a tellement de couches là, dans ces affaires-là. On entend parler de stations de police, je sais pas trop quoi, là, qui entraînent des comment qu'on appelle ça, là, en tout cas, tu sais, partout, un petit partout, puis ici même, à Montréal, à Québec, partout au Canada. Comment on est arrivé là? Tu sais, c'est tellement incroyable. Moi, là, quand ces informations sortaient, c'est même plus, il y a eu une ingérence au niveau des élections, puis OK, lui, sa famille a été menacée. C'est sérieux, je dis pas que c'est pas sérieux. Mais là, d'aller vraiment être informé que ça fait des années maintenant qu'il y a des policiers chinois là, qui contrôlent un peu les communautés, c'est grave. Mais alors, je vais te dire un truc. Je peux pas te dire pourquoi ça existe, mais je pense m'essayer, et puis j'ai écrit un texte là-dessus sur mon blog, electron-libre.ca,
.ca, où je parle de la partisanerie avec les communautés culturelles. Ça encourage ça. Pourquoi je dis ça? Parce que, normalement, la politique étrangère du Canada, elle devrait être ni libérale, ni conservatrice, ni n'importe quel autre parti qui pourrait prendre le pouvoir un jour. La politique étrangère du Canada doit juste être celle du Canada. Les intérêts supérieurs du Canada et des Canadiens sur la scène internationale. Sauf que, depuis Harper, puis ça s'est poursuivi avec Trudeau, donc tant les conservateurs que les libéraux, donc les deux sont fautifs là-dedans. Ce qui se passe, c'est que on essaye de gagner des circonscriptions ici au Canada en prenant des positions à l'international. Donc, ça amène quoi? Ça amène des puissances étrangères à venir influencer leur diaspora qui vit ici au Canada et qui est canadienne, citoyenne canadienne et qui vote. Donc, par exemple, si on a une position spécifique, ça a été le cas, là, je sais qu'il y a la guerre en Ukraine, etc., mais déjà longtemps avant la guerre en Ukraine, là, le Canada, sous Harper, ça continue avec Trudeau, avait une position très dure sur la Russie, là, sachant que la Russie, c'est un gros morceau, là, c'est pas rien. Là. Très dur. Écoute, Harper est allé jusqu'à la frontière russe en Ukraine. Il était limite en train d'insulter Poutine à l'époque, là, tu sais. Mais ça, dans le fond, c'était de la poudre aux yeux. Ce qu'on cherchait, c'était l'électorat pro-ukrainien, parfois anti-russe, etc., qui sont un peu partout, etc. Mais c'est terrible. Pareil, peut-être pour la Chine aussi. Hein, à chaque fois, il y a une position. Pour l'Inde, pareil. Fait que donc, si t'es chinois, t'es indien, t'es ukrainien, ou peu importe, là, brésilien, whatever, tu sais, au gouvernement, chez eux, dans leur pays, là, qu'est-ce qu'ils disent? Ah, attends. Nous, on aimerait ça avoir la voix du Canada. Ah, mais you know what? On va mettre de la pression sur le gouvernement, on va aider notre diaspora à faire élire quelqu'un qui pense comme nous, etc. C'est ça qui se passe. Fait que là, alors, quand les affaires étrangères deviennent une question purement électoraliste, purement partisane, on ouvre la porte grand à ce que des puissances étrangères s'ingèrent. On va terminer là-dessus. Juste rapidement, est-ce que tu penses une commission publique sera appelée avant ou après la session parlementaire à Ottawa? Avant ou après la fin? La fin, ouais. Non, maintenant, je pense pas qu'elle sera faite avant, parce que là, ils finissent dans pas long, puis... Et il reste, je pense, 2 semaines. Il reste 2 semaines. Là, c'est aussi les 2 semaines qui restent au mandat de David Johnston. Je ne sais pas quand est-ce qu'elle va être déclenchée, mais c'est pas impossible qu'elle soit déclenchée quand on va se rapprocher un peu plus des élections, parce qu'à ce moment-là, on va se dire, bon, ben là, il y a une commission qui s'installe. On va attendre le rapport, puis l'élection va passer entre-temps, puis c'est ça. All right, tout le monde, on va faire un point on va mettre un point là-dessus. Merci d'avoir fait partie de la conversation, de nous suivre, de nous écouter. Si vous êtes abonné, merci. Si vous n'êtes pas encore abonné, allez vous abonner sur YouTube, Facebook, Spotify et Apple Podcasts. C'est le dernier épisode pour l'été. On va vous revenir quelque part au mois d'août ou en début de septembre. On ne sait pas encore. Là, on va prendre bien le temps de nous reposer. Donc, pour faire le tour, merci beaucoup de nous avoir suivis depuis le mois de mars, avril qu'on a commencé. Écoute, je sais pas, ça fait quoi, 13 épisodes? 14, c'est le 15e, je pense. C'est le 15e, donc ben, ça fait 15 semaines. There you go. Donc, merci. Ça fait vraiment chaud au cœur de voir tout l'appui, tous les commentaires. Message texte, Messenger, merci. Ça, il y en a eu beaucoup. Ouais, c'est ça. Merci beaucoup. On vous voit très bientôt et on a évidemment hâte. Merci beaucoup. Au plaisir. Ciao.